Tu as sûrement en tête l'image d'un château de conte de fées, des tours étincelantes, un prince courageux et une princesse vivant heureux pour toujours. Mais la réalité était bien différente. La vie dans un château médiéval ressemblait davantage à la survie dans une forteresse humide, sombre et dangereuse qu'à la vie dans un palais enchanté. Derrière ces murs de pierre se cachaient des odeurs insupportables, des maladies mortelles, un froid qui pénétrait jusqu'aux os et des rituels qui nous sembleraient aujourd'hui impensables. Et en même temps, ils furent aussi le théâtre de banquets, de serments solennels et de décisions qui changèrent le cours de l'Europe. Aujourd'hui, tu vas découvrir la véritable vie dans un château médiéval. Et à la fin, tu sauras quel château réel a inspiré Disney pour créer l'un de ses plus célèbres. Ne pars pas, le meilleur reste à venir. Les châteaux médiévaux n'étaient pas de simples constructions en pierre. Ils représentaient le symbole suprême du pouvoir féodal, une démonstration imposante de qui commandait sur ces terres. Depuis le haut de ces tours, un seigneur féodal ne protégeait pas seulement ses sujets, il montrait aussi sa domination face aux autres nobles et aux ennemis. À l'intérieur du château se prenaient les décisions les plus importantes, on y rendait la justice, on y percevait les impôts et on y organisait la défense du territoire. Chaque pierre posée parlait de prestige, de richesse et d'autorité. Pour les paysans qui vivaient aux alentours, le château était à la fois un refuge et un rappel constant de la hiérarchie sociale qui les maintenait sous contrôle. En quelques mots, un château n'était pas un foyer, c'était un centre de pouvoir. Et y vivre signifiait cohabiter chaque jour avec cette tension entre protection et soumission. Si aujourd'hui une douche quotidienne est chose normale, dans un château médiéval l'hygiène était presque un luxe impossible. L'eau potable était rare, et le bain pouvait se faire attendre des mois, voire des années. Les nobles avaient un certain accès à des bains rudimentaires, mais la majorité des habitants n'en bénéficiaient jamais. Les odeurs corporelles étaient si communes qu'elles étaient acceptées comme faisant partie de la vie quotidienne. Pour les masquer, la noblesse commença à utiliser des parfums et essences fortes, tandis que les domestiques et soldats apprenaient simplement à les supporter. Mais le problème était bien plus grave, le manque d'hygiène et l'eau contaminée propageaient rapidement les maladies. Les épidémies et les pestes trouvaient dans les châteaux l'environnement idéal pour se répandre. Les rats couraient dans les couloirs et les caves, portant avec eux la menace de la peste noire. Vivre dans un château signifiait s'habituer à la saleté et vivre avec l'idée que la maladie pouvait frapper à tout moment, sans avertissement et sans remède. Les châteaux médiévaux n'étaient pas pensés pour le confort, mais pour la guerre. Chaque mur, chaque couloir et chaque fenêtre avait une fonction défensive. Les murs pouvaient atteindre plusieurs mètres d'épaisseur, conçus pour résister aux catapultes et aux sièges prolongés. Les fenêtres étaient étroites, de simples fentes laissant passer peu de lumière, mais suffisantes pour qu'un archer puisse tirer des flèches sans s'exposer à l'ennemi. Les couloirs étaient étroits et tortueux, pensés pour désorienter les assaillants s'ils parvenaient à pénétrer à l'intérieur. La vie dans ces forteresses était sombre et froide. La lumière du soleil pénétrait à peine, et l'humidité glissait le long des murs de pierre comme un rappel constant que ce n'était pas un palais, mais un refuge militaire. Vivre dans un château, c'était en réalité vivre à l'intérieur d'une machine de défense, construite plus pour résister que pour être habitée. Sous de nombreux châteaux se cachait leur partie la plus redoutée, les cachots. Obscurs, humides et infestés de rats, ils étaient le destin des prisonniers de guerre, des traîtres ou de quiconque défiait l'autorité du seigneur féodal. Là, il n'y avait pas de justice, seulement la punition. Les conditions étaient si insalubres que souvent la mort venait plus vite par la maladie que par la torture. Pour les habitants du château, savoir que ces cellules existaient suffisait à inspirer respect et crainte. Le cachot n'était pas seulement un lieu physique, c'était aussi un avertissement permanent, désobéir pouvait signifier disparaître dans l'obscurité, sans retour. Cette peur devint l'une des armes les plus efficaces du pouvoir médiéval. L'un des aspects les plus insupportables de la vie dans un château médiéval était les odeurs. Avec des centaines de personnes vivant ensemble et presque sans système d'assainissement, les déchets humains étaient souvent jetés par les fenêtres ou dans de simples fosses. Les rares latrines existantes étaient collectives, à la vue de tous, et l'intimité était un luxe que même les rois ne pouvaient totalement se permettre. Les dames, enfermées dans de lourdes robes, étaient souvent contraintes d'uriner dans un coin, se couvrant à peine de leurs éventails et de parfums pour dissimuler l'acte. La puanteur était si insupportable que même les monarques supportaient rarement plus de quelques semaines dans un même château. Quand l'odeur devenait intenable, ils déménageaient simplement vers une autre résidence. La réalité est qu'au-delà des murailles et de l'apparence imposante, les châteaux médiévaux baignaient dans une atmosphère lourde et pestilentielle. Les douves entourant le château étaient bien plus qu'un simple ornement. Elles constituaient l'une des défenses les plus efficaces contre les envahisseurs.
Profonde, remplie d'eau stagnante et parfois renforcée de pieux et de pièges cachés, elle rendait l'approche du château presque impossible. L'accès principal se faisait par un pont-levis. Celui-ci pouvait être abaissé pour permettre l'entrée des alliés et des villageois en temps de paix, et relever rapidement à l'approche du danger. Pour les habitants, voir le pont se lever était le signe de l'enfermement, mais aussi de la protection. Lors des attaques, de nombreux paysans se réfugiaient derrière les murs, observant comment les douves tenaient les ennemis à distance. Ce n'était pas seulement une barrière physique, mais aussi un rappel de l'ingéniosité et de la brutalité de l'époque médiévale, où chaque détail était pensé pour survivre à la guerre. Un château médiéval ressemblait à une petite ville enfermée entre des murs de pierre. Nobles, chevaliers, serviteurs, soldats, cuisiniers, musiciens, artisans et même animaux y cohabitaient. La vie y était animée et souvent chaotique. Tandis que seigneurs et dames profitaient de banquets et de divertissements, les serviteurs assuraient le bon fonctionnement de tout, et les soldats restaient toujours prêts à défendre la forteresse. Dans les grandes salles se tenaient fêtes, tournois et réunions politiques, tandis que dans les cours résonnaient les chocs d'épée des entraînements quotidiens. Les troubadours n'y manquaient pas, remplissant de musique et de poésie les longues journées d'enfermement. Pourtant, la cohabitation n'était pas simple. Promiscuité, tensions sociales et menaces constantes de maladie ou de guerre faisaient de la vie au château quelque chose de plus étouffant que de prestigieux. C'était un lieu de contraste, luxe et privation, rire et larmes, pouvoir et souffrance, tous partageant le même toit de pierre. La table d'un château médiéval reflétait clairement les différences sociales. Pour les nobles, les banquets étaient abondants, viande rôtie sur d'énormes broches, pain fraîchement cuit, fromage, fruits de saison et vin servis dans des coupes d'argent ou d'or. La nourriture n'était pas seulement un aliment, mais aussi un spectacle et un symbole de pouvoir. Mais pour la majorité des habitants, l'alimentation était bien plus limitée. Des ragoûts simples de légumes, des soupes claires et du pain dur constituaient le repas quotidien. La viande était réservée aux occasions spéciales, souvent salée ou fumée pour éviter qu'elle ne se gâte. L'eau, presque toujours contaminée, était évitée à tout prix. À la place, tous, du plus riche au plus pauvre, buvaient de la bière ou du vin. Ces boissons fermentées étaient plus sûres et aidaient à supporter les dures conditions de vie à l'intérieur du château. Ainsi, la table médiévale était un rappel quotidien de l'inégalité, tandis que certains festoyaient, d'autres survivaient avec le strict nécessaire. La cuisine était l'endroit le plus chaud du château, un refuge contre le froid qui s'infiltrait par chaque fissure des murailles. De grands foyers y brûlaient, servant non seulement à préparer les repas, mais aussi à donner un peu de chaleur à ceux qui travaillaient parmi les marmites et les chaudrons. Les cuisiniers et serviteurs passaient des heures à préparer des ragoûts dans d'énormes chaudrons de fer, à rôtir des viandes sur des broches tournantes et à cuire du pain dur qui devait durer des semaines. L'odeur de fumée, de graisse et de pain chaud imprégnait l'air, faisant de la cuisine l'un des rares lieux accueillants de la forteresse. C'était aussi un espace de rencontre, soldats, serviteurs et même nobles y passaient pour chercher un peu de chaleur ou un morceau à manger. Au milieu de l'obscurité et de l'humidité du château, la cuisine devenait le véritable cœur de la vie quotidienne. La religion imprégnait chaque recoin du château médiéval. Presque tous possédaient une chapelle interne, un espace sacré où se célébraient messes, mariages, baptêmes et funérailles. Pour les nobles, montrer de la dévotion n'était pas seulement une question de foi, mais aussi une manière de légitimer leur pouvoir et leur autorité. L'un des rituels les plus importants était l'adoubement des chevaliers. La veille, le jeune devait passer la nuit éveillé, priant vêtu d'une tunique blanche comme symbole de pureté. À l'aube, il recevait son armure, son épée était bénie et le roi ou le seigneur féodal lui touchait les épaules avec, lui conférant officiellement le titre de chevalier. Ces rituels mêlaient le spirituel au militaire, rappelant que la vie au château n'était pas seulement faite de défense et de politique, mais aussi profondément liée à la religion et à l'idée que le pouvoir venait de Dieu. À l'intérieur des châteaux, on formait aussi les futures générations de la noblesse. Les jeunes nobles étaient envoyés comme pages ou écuyers pour apprendre la discipline, l'étiquette et l'art de la guerre. Dès leur plus jeune âge, ils s'exerçaient avec des armes en bois, s'occupaient des chevaux des chevaliers et recevaient une formation en stratégie militaire. L'éducation n'était pas uniquement militaire. Les chapelains et maîtres enseignaient la lecture, l'écriture et surtout les saintes écritures. La culture médiévale se transmettait dans les salles où troubadours et jongleurs racontaient des histoires, récitaient des poèmes et chantaient des exploits qui nourrissaient la fierté de la noblesse. Pour les serviteurs et paysans, cependant, cet apprentissage restait inaccessible. Leur éducation était le travail lui-même, cultiver, servir, cuisiner ou s'exercer à des tâches de survie. Au château, la culture et l'éducation étaient des privilèges réservés à quelques-uns,
tandis que la majorité ne pouvait qu'observer de loin. La vie des femmes dans un château médiéval était marquée par le protocole et les limitations. Les dames nobles passaient une grande partie de leur temps à superviser les tâches domestiques, à broder, à jouer d'instruments et à maintenir l'image d'honneur et de décorum qu'exigeait la société. Bien qu'elles ne participassent généralement pas aux batailles, leur influence était notable, beaucoup administraient les terres en l'absence de leur mari et prenaient des décisions clés pour le fonctionnement de la forteresse. Cependant, leur liberté était très limitée, et leur mariage était le plus souvent arrangé comme alliance politique plutôt que par amour. Les inconforts faisaient aussi partie de leur quotidien. Robes lourdes, corsets serrés et longues capes rendaient difficiles même les tâches les plus simples. Il n'est pas surprenant qu'elles recourussent constamment aux éventails et aux parfums pour supporter le manque d'hygiène et d'intimité. Ainsi, les femmes vivaient entre le privilège de la noblesse et la prison des normes sociales, toujours en équilibre fragile entre pouvoir et obéissance. S'il y avait bien une chose que tous les habitants du château partageaient, c'était le froid. Les murs de pierre qui le rendaient si imposant étaient aussi responsables du climat glacial et humide à l'intérieur. Les courants d'air s'infiltraient par des fissures invisibles, et l'eau se faufilait constamment dans les murs, laissant des marques d'humidité qui semblaient ne jamais disparaître. Pour atténuer ces conditions, on recouvrait les sols de paille ou d'herbes sèches, ce qui aidait aussi à dissimuler les mauvaises odeurs. Dans les chambres des nobles, on utilisait des édredons de plumes, mais même n'échappait pas au craquement des os provoqués par les basses températures. Le seul endroit véritablement chaud était la cuisine, où les grands foyers brûlaient sans répit. Dans le reste du château, le froid était un compagnon inséparable, rappelant à tous que ces forteresses étaient conçues pour résister aux attaques, non pour offrir du confort. Les châteaux n'étaient jamais construits au hasard. Leur emplacement était soigneusement choisi afin de résister à toute attaque. C'est pourquoi la plupart s'élevaient sur des collines, des falaises ou des terrains élevés, d'où l'on pouvait surveiller l'horizon et anticiper l'arrivée des ennemis. Au cœur de chaque château se trouvait le donjon, l'endroit le plus protégé de tous. C'est là que vivait le seigneur féodal et sa famille, et que l'on stockait vivres, armes et provisions essentielles. C'était la dernière ligne de défense en cas d'invasion. Les escaliers qui menaient au donjon étaient raides et étroits, conçus pour ralentir la progression de tout assaillant. Celui qui parvenait jusque-là devait encore affronter l'espace le plus fortifié de toute la forteresse. Le donjon n'était pas seulement un symbole de pouvoir, il représentait aussi le refuge ultime, l'espoir de survie lorsque tout le reste était perdu. En dépit de toutes ces difficultés, les châteaux médiévaux ont laissé une empreinte si puissante que, des siècles plus tard, ils continuent à nourrir notre imagination. L'un des exemples les plus parlants est l'Alcázar de Ségovie, en Espagne. Avec sa silhouette majestueuse et ses hautes tours, il servit de modèle à Disney pour créer le château de Cendrillon. Ce qui est curieux, c'est que, tandis que des millions de personnes l'identifient aujourd'hui à la magie et à la fantaisie, à son époque il fut une forteresse rude, froide et remplie des mêmes épreuves qui marquaient la vie dans n'importe quel château médiéval. L'écart entre la réalité historique et la version romantique des contes de fées est immense. Et pourtant, ce contraste nous rappelle que, même dans les lieux les plus durs et les plus sombres, l'imagination humaine peut créer des rêves éternels. Comme tu le vois, vivre dans un château médiéval était bien loin de la fantaisie que nous racontent les contes. Entre le froid, la saleté, les odeurs insupportables et la menace constante de maladie ou de guerre, la vie là-bas relevait plus du défi de survie que du privilège. Cependant, ils furent aussi le théâtre de décisions qui ont changé l'histoire, de rituels solennels et d'un héritage architectural qui continue encore aujourd'hui de nous émerveiller. Maintenant, la question est pour toi, aurais-tu préféré vivre comme noble à l'intérieur d'un château médiéval, ou comme paysan à l'extérieur? Laisse-moi ton avis dans les commentaires, partage cette vidéo avec tes amis et n'oublie pas de t'abonner pour continuer à découvrir l'histoire derrière les mythes. Parce que comprendre le passé est la meilleure manière de comprendre le présent, et d'imaginer l'avenir.